La Tronche en live. L'émission de l'esprit critique, en direct et en public, avec Vlad Tapas et Assermandax. Ok, d'accord. Super, non mais très bien. Bravo, on est vraiment au stade, super. Je laisse la parole à Vlad Tapas. Oui, pour mon éditorial acrobatique de qualité supérieure. Si comme moi, public, vous attachez une importance particulière à votre santé, et notamment à votre santé mentale, comme moi, vous avez à cœur de ne la confier qu'à des gens compétents. Et vous vous méfiez des marabouts, des aigrefins, des affabulateurs et des gourous. Blah. Les troubles mentaux peuvent être de nature très diverse. Tous ont à voir avec la manière dont notre cerveau traite les informations et les pensées que nous avons de nous-mêmes et de notre environnement. Il y a donc tout un champ disciplinaire destiné à comprendre le fonctionnement des boyaux de la tête et les causes de ces possibles dysfonctionnements. On appelle ça la psychologie. L'histoire de cette discipline a été marquée par un personnage devenu célèbre, à qui l'on attribue de grandes découvertes. Freud s'est lui-même comparé à Galilée et Darwin. Après la blessure narcissique de l'héliocentrisme qui expulse la Terre du centre de l'univers, puis la blessure de l'évolutionnisme qui fait de l'homme un animal comme les autres, Freud réduisait notre contrôle de nous-mêmes, notre conscience, à un frêle esquif sur un inconscient, tel un océan monstrueux. L'idée était-elle vraiment si nouvelle ? L'inconscient freudien est au programme de philo de non terminale, rappelons-le. Permettez qu'on doute de la légende de Sigmund Freud, protégée par la mise en secret d'une grande partie des archives par les héritiers de la maison psychanalyse. Doutons, car la psychanalyse est d'abord créée comme une thérapie. Freud se veut un scientifique, et il s'appuie sur des cas traités par lui. Mais si l'on s'avise que Freud n'a jamais guéri personne, que les 6 cas historiques sont en réalité 6 échecs thérapeutiques, cela ne jette-t-il pas une légère ombre au tableau ? Une ombre à quoi ? Une ombre au tableau. Au tableau. Suppu passer inaperçu. Mais personne l'a vu. Et tout le monde l'a entendu. Maman, bisous. Maman, bisous. Je t'aime. Toutefois, ne réduisons pas la psychanalyse à Freud. Néanmoins, il y a aussi Lacan, capable de dire à peu près tout et son contraire, de justifier le fait de s'endormir pendant les séances avec des clients et d'affirmer parfois avec beaucoup d'autorité des choses privées du moindre sens. Jugez plutôt. Citation. L'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entreprès, de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. Fin de citation. Une phrase qu'il n'a prononcée que pour le plaisir de l'oreille, comme il l'admit lui-même. Science. Au-delà des cas particuliers de ces deux figures historiques, la psychanalyse, c'est un ensemble de concepts irréfutables. Rappelez-vous ce qu'on pense de l'irréfutabilité d'un concept. Concepts irréfutables donc, qui immunisent commodément la théorie contre la critique. Prenons le refoulement. Il permet d'expliquer pourquoi les patients ne se souviennent pas de ce que la théorie dit leur être arrivé et lance les analysants à la recherche de souvenirs enfouis comme s'ils étaient figés quelque part. Les faux souvenirs induits par des thérapeutes attachés aux théories psychanalytiques ont purement et simplement détruit des vies et des familles. La résistance est un autre concept bien pratique. Si vous ne croyez pas à la psychanalyse, c'est parce que cela vous dérange inconsciemment. Pratique. Et cela est la preuve que la théorie a vu juste. Quoi d'autre ? Écrasant avantage, la lecture symbolique des événements psychiques permet de toujours arriver à la conclusion souhaitée. Si votre santé mentale et celle de vos proches vous importent donc, vous avez envie d'un peu plus de sérieux que cela. La science fait des progrès remarquables et nous soigne de mieux en mieux, y compris des maladies mentales. Le travail des psychologues et des chercheurs en sciences cognitives est d'appliquer la méthode scientifique aux questions qui concernent les mécanismes de l'addiction, de la dépression, des angoisses, et aussi le fonctionnement ordinaire et biaisé de notre jugement. Ces méthodes permettent d'élaborer de nouvelles thérapies, mais aussi d'évaluer l'efficacité de toutes les thérapies, et notamment celle des psychanalyses. Cette évaluation est peu connue du grand public.
notamment français. Et nous recevons ce soir Joël Swensen, professeur de psychologie et directeur de recherche du CNRS à l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine, pour qu'il nous éclaire sur l'état actuel de la science. Les connaissances d'aujourd'hui nous permettent-elles d'avoir un avis fiable sur la validité des théories psychanalytiques et sur l'efficacité des thérapies qui s'en inspirent? Mesdames et messieurs, Joël Swensen. Parce qu'on prononce Swensen. Swensen, Parce qu'en bon californien que vous êtes, vous avez un nom qui vient du quel pays? Non, du Danemark. Du Danemark, c'est compliqué. Hein. Ça tombe sous le sens. Donc, vous n'y connaissez rien en psychanalyse, hein, vous n'êtes que, après tout, directeur de recherche au CNRS. Oh non, je suis psychologue clinicien, formé aux États-Unis. Et aux États-Unis, la formation fait qu'on est obligé d'avoir un certain nombre d'heures de psychanalyse, un certain nombre d'heures de thérapie comportementale et cognitive, un certain nombre d'heures de thérapie familiale, etc., où on ne peut pas devenir psychologue. D'accord, donc vous avez aussi ça. Donc, cité à peu près 7000 fois. Voilà, premier psychologue clinicien à avoir été élu à l'Institut universitaire de France en 2000. Voilà, on s'est dit, on va inviter quelqu'un qui n'y connaît rien. Le voici au panthéon de sa carrière dans la Tronchambier. Voilà. Mais c'est pour dire que, voilà, donc, ce soir, on aimerait donc partie 1 parler un peu des troubles mentaux et de la science. Parce que les troubles mentaux, on ne sait pas bien ce que c'est, forcément, nous, les gens lambda. Et on va commencer par ça. Donc, en gros, je vous laisse la parole pendant un petit quart d'heure, sans trop vous interrompre, sauf si vraiment je ne comprends rien. J'espère que ça va aller. Et à la fin, on va interagir. D'abord, les troubles mentaux et la science. Très bien. Bon, d'abord, je voudrais remercier le Tronchambier pour cette invitation. On est dans un bel endroit et je vous remercie tout le monde pour votre présence ce soir. Il a oublié de dire que j'ai un petit accent marseillais et pas j'ai pas reconnu. californien. On m'aurait dit que c'était bordelais. Non. Mais je vais parler de la psychanalyse et avec un regard scientifique et commençons par une petite partie sur un contexte important et quelques définitions. Alors, par rapport au contexte, il faut parler de ce que c'est un trouble mental, parce que je vais parler des troubles mentaux et pas les problèmes de qualité de vie. Ils sont les choses qui sont très différentes. C'est important de savoir que tous les symptômes des troubles mentaux existent dans la population générale à degrés divers. La vie n'est pas facile. Il y a des moments où on est tous anxieux, tous déprimés. Mais c'est quoi qui fait la différence entre ça et les troubles mentaux? En fait, il y a typiquement pour chaque diagnostic 3 axes ou 3 critères. L'intensité des symptômes, il faut que ça soit très sévère. Il faut que ça dure aussi dans le temps. C'est pas assez que vous avez une très, très mauvaise journée avec beaucoup d'anxiété. Il faut que ça dure dans le temps. Et aussi que l'handicap induit par ces problèmes soit important. Donc, je vais parler uniquement de la psychanalyse par rapport à ce qui est en rouge. Et c'est ça qui est la définition des troubles mentaux. Et si j'utilise ces définitions-là, et je vous pose la question, quelle est la prévalence des troubles mentaux dans la population générale, monsieur et madame tout le monde? Quel pourcentage de la population sera atteinte d'au moins un trouble au cours de leur vie? Peut-être vous allez dire 5, 10, 15%. C'est plus que ça. C'est plus que ça. La recherche en épidémiologie psychiatrique déjà des années 80 a montré que pour les grandes familles des troubles, les troubles anxieux, où il y a 7 syndromes différents, les troubles de l'humeur, donc la dépression, les troubles liés aux substances ou l'addiction, les psychoses, qu'à peu près, même si c'est différent selon le trouble et selon le pays, en général, un trouble, c'est à peu près un tiers de la population. Un tiers. En fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que si vous êtes déprimé et quelqu'un vient à votre porte, c'est en population générale, une étude épidémiologique, on passe porte à porte, on frappe à la porte, vous allez dire non, je ne veux pas participer. Parce que vous ne pouvez pas, vous êtes fatigué. Donc, un premier biais est qu'il y a une sous-estimation des personnes qui sont vraiment malades. Un deuxième problème, c'est que la façon dont on va faire ces études, c'est d'utiliser les entretiens diagnostiques structurés qui va durer, pour parce qu'il faut passer en revue tous les symptômes de tous les troubles, ça passe entre 2 et 5 heures. Et pourquoi cette fourchette, 2 et 5 heures? Parce qu'il y a quelques questions clés pour chaque trouble. Et si on répond non, on n'a pas besoin de passer aux autres questions. Oui? Donc, le problème, c'est qu'après 1 heure, 2 heures,
la personne va comprendre que plus qu'il dit oui, plus que ça déclenche d'autres questions. Et donc, il commence à dire non, j'ai pas eu ça non plus. Et ça va aussi sous-estimer le taux de prévalence de ces troubles. Donc, il y a la recherche qui a corrigé pour ces deux biais fondamentaux. Et si nous faisons la recherche de ce type et on regarde le nouveau recherche, c'est à peu près la moitié de la population au cours de leur vie qui sera atteinte d'au moins un trouble. C'est la moitié de cette salle. Alors, comptez-vous, regardez votre voisin à droite et à gauche, voilà. Et ça veut dire aussi que toutes nos familles sont touchées. Absolument toutes nos familles, quelque part, sont touchées par les troubles mentaux. La mauvaise nouvelle aussi vient de l'Organisation mondiale de la santé, qui chaque année va classer toutes les maladies humaines selon leur capacité d'être une cause d'handicap. Le cancer, le diabète, l'asthme, la maladie cardiovasculaire, les troubles mentaux. Et à l'heure actuelle, les troubles mentaux sont en deuxième rang de cause mondiale d'handicap. Et c'est prévu qu'en 2020, il sera le premier rang. La raison pourquoi j'ai accepté cette invitation, c'est parce que je suis en colère. Il faut que nous prenions en compte les troubles mentaux avec le même sérieux que nous prenions en compte les maladies médicales. De ne pas le faire est une faute éthique. Alors, vous n'allez pas vous permettre d'aller à votre médecin pour un cancer et permettre à cette médecin d'utiliser la théorie d'Hippocrate sur les 4 humeurs, où c'est le bile noir, en fait, qui est la cause de votre cancer. On devrait avoir les mêmes exigences aussi pour nos traitements que nous utilisons pour les troubles mentaux. Alors, quelques définitions, parce qu'en grand public, souvent, on parle des psys. Et qu'est-ce que c'est un psy? Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas la différence entre un psychiatre et un psychologue. Donc, juste quelques définitions rapides pour les psys. Qui sont ces psys? Les psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, et je pourrais ajouter d'autres psys. En fait, les psychiatres et les psychologues, ça fait référence à une formation, à un diplôme. Donc, les psychiatres sont les médecins. C'est un diplôme Bac plus 10. Ils peuvent prescrire les médicaments pour les troubles mentaux ainsi que faire les psychothérapies. Différentes formes de psychothérapie selon leur choix. Les psychologues ne sont pas médecins, mais spécialistes en psychologie. C'est un diplôme Bac plus 5. Eux peuvent aussi utiliser les psychothérapies. Donc, les psychiatres et les psychologues peuvent tous les deux être psychothérapeutes. Et on peut aussi être docteur en psychologie et faire de la recherche. C'est autre Exactement, chose. tout à fait. Donc, en psychologie, on peut avoir une filière clinique, en psychologie clinique, santé, etc. Et aussi d'autres domaines où on fait des stages cliniques pour avoir le titre de psychologue, qui va garantir un minimum nombre d'heures face aux patients et sous la supervision d'autres cliniciens expérimentés. Alors, les psychothérapeutes, maintenant, qui peuvent être le psychologue, psychiatre ou d'autres professions, vont utiliser une gamme de psychothérapies pour traiter le patient de manière non médicamenteuse, les manières psychosociales. Les psychanalystes, c'est une forme de psychothérapeute, une forme spécifique. La raison pourquoi c'est si important pour nous ce soir, c'est parce que c'est tellement présent en France et utilisé assez... Et ça, on le verra dans la partie 3, à quel point c'est présent partout. Tout à fait ça. Exactement. Alors, quelques mots par rapport à la psychanalyse. Bien sûr, tout le monde va penser à Sigmund Freud, qui est le père de psychanalyse. Mais Freud est parmi d'autres cliniciens qui a utilisé ces mêmes concepts, comme en France, comme on a dit tout à l'heure, Lacan ou Dolto, L'étranger, Melanie Klein, Winnicott, Bettelheim, etc. Il y a maintes différents ajustements à la théorie psychanalytique. Donc, je ne vais pas ce soir entrer en détail pour chacun de ces théories. Ils sont tous réunis par le même principe. L'hypothèse de l'inconscient est fondamentale. Le développement psychosexuel et surtout la petite enfance de l'individu joue un rôle crucial dans la survenue des symptômes et différentes formes de psychopathologie. Et aussi, la relation patient-thérapeute par biais de transfert est un moyen de soigner le patient.
Donc, ils sont tous réunis dans cette famille de psychanalyse. Mais je vais focaliser d'abord sur Freud, parce que Freud est tellement présent en France. Et juste quelques mots par rapport à sa théorie. Donc, Freud a structuré la personnalité. On va dire que notre personnalité est structurée selon 3 composantes. Le ça, qui est les pulsions instinctives et sexuelles de l'individu. C'est tout ce qui est primitif, qui demande une satisfaction immédiate. Et quand un nourrisson est né, il est 100% ça. Au fur et à mesure qu'il y a la maturité, et surtout plus tard, il y a quelque chose qui s'appelle le surmoi. Et le surmoi, comme le ça, sont inconscients. Le surmoi, c'est quoi? C'est l'internalisation de le gendarme. Oui? C'est toutes les règles de la société. C'est tout ce qu'on ne devrait pas faire et comment on devrait se comporter. Et entre les deux, c'est la petite partie consciente, le moi, qui vous parle maintenant. Oui? Qui fait l'équilibre entre mes pulsions et les règles. Alors ça, c'est la structure, en quelques mots, de la personnalité selon Freud. Mais cette structure développe selon 5 stades psychosexuels de la petite enfance. Le stade oral jusqu'à 1 an, anal de 1 à 3 ans, stade phallique 3 à 5 ans, stade latence après, et puis le stade génital. Et tout se joue là, dans cette phase de la vie, pour la construction de la personnalité de l'individu. Pour chaque stade, il y a un enjeu. L'enjeu est qu'il y a un conflit, un complexe ou un enjeu à résoudre. Et si ce n'est pas bien résolu, on ne peut pas progresser à la prochaine stade, on a un conflit, on est coincé. Et ça, c'est, pour Freud, en bref, l'origine des troubles mentaux. On va, pour donner un exemple, utiliser le stade phallique pour vous dire ce qu'elle a dit. Parce que le stade phallique, pour lui, elle était une des stades les plus importantes. Et pour le stade, il y a le complexe Oedipe à résoudre. Le complexe Oedipe. Tenez-vous bien et imaginons que c'est la première fois que vous entendez la théorie de Freud. Imaginons qu'il est vivant aujourd'hui et il vient de présenter sa théorie. Et ce qu'il a dit, c'est que le complexe Oedipe, c'est qu'entre 3 et 5 ans, le garçon est confronté à la fois par le désir d'avoir des relations sexuelles avec sa propre mère et le désir aussi de tuer son propre père, qui est devenu un rival capable de le castrer. Alors, si c'était aujourd'hui et quelqu'un sorte ça. Mais ça pourrait être vrai. Ça pourrait être vrai. Enfin, pourquoi ça, on va voir si c'est vrai. Moi, j'ai mon avis personnel. Alors, à l'écran ici, mais il y aura un léger décalage en ligne. L'image qui a fait réagir les gens, vous l'avez maintenant. Vous l'aurez pas, c'est la diapo 19. Vous l'aurez dans quelques instants. Alors, ne prenez pas mon avis comme la vérité. Alors, regardons maintenant les faits par rapport aux théories psychanalytiques. Et pourquoi c'est une théorie non scientifique? D'abord, c'est fondé sur les observations, comme notre collègue a dit, personnelles. Les observations personnelles de Freud et qui sont subjectives. Freud a vu un cas, il a pensé, ah oui, peut-être c'est ça. OK. Ça, c'est pas forcément un problème. Si ces idées sont mises à l'épreuve après, scientifique. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut avoir une démarche scientifique. Et la démarche scientifique, à la base, tout est fait pour séparer ce que nous croyons de ce que nous savons. Et pour faire ça, il faut avoir les hypothèses réfutables. Qu'est-ce que c'est une hypothèse réfutable? Un exemple, le soleil va se lever demain. Ça, c'est une hypothèse réfutable. On verra demain, quoi. Exactement. Soit j'ai raison, soit j'ai tort. Une hypothèse irréfutable ou non réfutable, c'est que le soleil va peut-être se lever demain. Si ça se lève, l'hypothèse est confirmée. Si ça ne se lève pas, l'hypothèse est confirmée. Il y a une absence en psychanalyse des hypothèses réfutables. Un autre grand problème, c'est que la psychanalyse est étanche aux critiques et preuves contraires. Si la théorie est valide, la psychanalyse devrait, par le cure psychanalytique,
rendre l'individu sain, devrait guérir le trouble mental. En fait, ça ne marche pas comme ça. Si la personne est guérie, la théorie est valide. Si la personne n'est pas guérie après 20 ans de psychanalyse, c'est parce que c'est la résistance de la part du patient, sa faute, oui, qui reviennent au fait que la psychanalyse n'est jamais mise en question. Un dernier problème, un grand problème, c'est qu'il y a un culte de la personnalité autour de Freud. Qui êtes-vous de dire que vous avez raison face à lui avec cette regard, qui sait tout, qui a tout le respect du monde? En fait, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui était tellement imprégnant dans notre société. Quand j'ai commencé d'enseigner en France il y a 20 ans, et j'ai dit dans un de mes premiers cours en amphi pourquoi Freud avait tort, les étudiants m'ont regardé comme si... Vous avez dit Freud avait tort. Pardon, c'est pour être sûr. C'était encore pire il y a 20 ans, mon accent. Donc Freud a tort, et ça c'est dur à entendre. Et c'est dur, non seulement c'est dur à entendre, c'était comme si c'était du blasphème. C'était comme si on était face à une religion. Pour finir cette première partie, je suis là ce soir pour vous dire pourquoi le fondement scientifique, et je sais de quoi je parle, le fondement scientifique de la théorie psychanalytique n'est pas du tout ce qu'on veut vous faire croire. Voilà. Donc merci pour cette introduction sur les thèmes. Donc là, on est à l'heure, sauf qu'on était en retard, nous, d'emblée. Donc moi, j'avais quand même une petite question. De base, vous avez répondu, c'est qu'il faut bien distinguer les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, etc. Le problème qu'on a, c'est que quand on a quelqu'un à la télévision qui est un expert, il y a toujours marqué virgule psychanalyste dedans. Tout à fait. Alors, ça peut être un psychanalyste. Mais est-ce qu'ils peuvent être compétents malgré tout, ça, en fait? Alors, les psychanalystes étaient tellement... c'était que le psychanalyste pour un moment qui était enseigné en psychologie clinique et en psychiatrie aussi, depuis un long moment en France. Et donc, c'était comme si c'était un synonyme pour un psy, oui. Donc, vous êtes psychiatre, donc vous êtes psychanalyste. Psychologue, donc vous êtes psychanalyste. Quand on parle aussi de la clinique, la psychologie clinique en France, c'est souvent un synonyme de la psychanalyse. Parce qu'on a tellement confondu les deux, parce qu'il y avait pour un moment que la psychanalyse, qui est maintenant le problème. On a payé le prix. Et je suis 100% d'accord avec Jean Cotreau, qui est un psychiatre de renom, qui a dit que la France va regarder cette période qu'on a passée jusqu'à 2018 exactement avec le même air de scandale que le scandale de sang contaminé. Ah, là c'est très fort comme remarque. Parce que là, donc vous dites la France, est-ce qu'on est isolé? Est-ce que dans le reste du monde, est-ce qu'on a une... Enfin, la psychanalyse, c'est bien une théorie qui a eu un succès mondial pendant un certain temps. Oui, donc, tout à l'heure actuelle, pour finir cette partie, on en est où dans le reste du monde par rapport à ça? Alors d'abord, bien sûr, la psychanalyse était le premier grand mouvement de prise en charge psychothérapique. Et donc, c'était un terrain libre. Donc, c'était facile qu'il y a cette diffusion partout dans le monde. Actuellement, il n'y a que 2 pays qui s'intéressent autant à la psychanalyse qu'il y a 100 ans. C'est la France et c'est l'Argentine. D'accord. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. La psychanalyse, dans d'autres pays, la psychanalyse existe, mais ce n'est pas du tout le courant dominant. D'accord, donc il n'y a pas de psychanalyse dans les universités ailleurs qu'en France? Non, ce n'est pas ça que je dis. Il y a la psychanalyse dans les universités. Souvent, c'est un enseignement historique ou, si c'est clinique, c'est assez mineur, mais ça existe ailleurs. Mais ce qui existe ailleurs, c'est surtout, et ça c'est important, une diversité de soins pour les patients. D'accord. Et j'ai une dernière question. On a parlé des fondements théoriques. Est-ce qu'il y a eu une évolution des concepts? On a le complexe d'Oedipe, qui est un des concepts fondamentaux. Mm-hmm. En général, dans les sciences, on a un concept proposé par un savant, mm-hmm, qui après est remodifié, remodelé, qui évolue au gré des connaissances. Est-ce que ça a évolué dans la psychanalyse? Évoluer, c'est pas le mot. Je veux dire, était altéré, oui. Dans le sens que toutes les psychanalystes que j'ai présentées, ainsi que même d'autres,
a pris ces concepts et a remis ça à leur sauce. On peut voir comment Lacan a pris ces concepts et a utilisé la métaphore de langage pour comprendre les conflits inconscients et l'inconscient en général. On peut parler de Melanie Klein, qui a parlé de scène de la mère, et la scène qui est présente ou absente, la bonne scène ou la mauvaise scène, internalisation de la bonne ou la mauvaise scène comme le cause des troubles mentaux. On a maintes formulations, mais je ne vais pas dire une évolution, parce qu'une évolution pour moi veut dire que déjà on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. On sait ce qui est valide, ce qui n'est pas valide, on jette par la fenêtre ce qui n'est pas valide et on continue avec d'autres nouvelles parties valides. Et ce n'est pas le cas pour la psychanalyse. Donc on n'a jamais invalidé des concepts, on garde tout et on en rajoute. Alors, si le complexe Oedipe est inconscient, on ne peut pas le mesurer. Oui. Il faut croire. On est dans un système de croyance. Soit. Alors, je propose qu'on fasse la première pause tout de suite. On va vous présenter donc, aux gens qui sont en ligne en direct. Vous allez avoir une petite vidéo qui présente une association qui s'appelle Association pour une psychologie scientifique. C'est justement un groupe d'étudiants en particulier qui veulent essayer de résister un peu à la présence des pseudosciences autour de ces sujets de la psychologie. Donc, ils ont beaucoup de mérite, tant qu'on les salue. Et on vous présente leur petite vidéo. Ah, c'est là, je dis, voilà. Bonjour les gens de l'asso. Je vais vous parler d'un sujet que l'on aborde peu dans le débat public français actuellement, et c'est un tort, la formation de nos psychologues. Actuellement, certaines disciplines à l'université, comme la psychologie clinique ou la psychopathologie, sont presque intégralement verrouillées par des pratiques non scientifiques. Dans ces disciplines, la psychologie basée sur les preuves, de manière générale, n'a pas droit de citer. Pour nous, c'est un problème. Nous proposons une alternative, celle d'une formation aux théories validées et aux méthodes qui ont fait la preuve de leur efficacité. Notre association, l'Association pour la psychologie scientifique à l'université, a 3 objectifs. D'abord, vulgariser la méthode scientifique en psychologie. Ensuite, discuter et débattre des avancées de la psychologie. Enfin, proposer un changement profond dans l'enseignement de psychologie à l'université. Je dois insister sur le caractère exceptionnel du retard français dans le monde. Aucune autre de nos disciplines n'a accumulé un tel retard, et nous sommes un des seuls pays à utiliser encore les théories non scientifiques. Vous pourriez vous dire que ça ne vous importe pas, que c'est un débat d'experts, et qu'après tout, la psychologie... Mais cet enseignement basé sur des idéologies sans preuve a de lourdes conséquences à de nombreux étages de la société. La connaissance, de manière générale, l'efficacité des thérapies, ou encore l'innovation ou la justice. Vous ne voudriez pas que votre médecin vous prescrive un médicament parce que, quelle que soit son efficacité, il adore la couleur de la gélule. Que votre phobie sociale s'éternise des années durant à cause d'une thérapie complètement inadaptée. Que votre enfant vous soit retiré sur la base d'une expertise douteuse. Vous ne voudriez pas que ça vous arrive. Vous ne l'accepteriez dans aucun domaine de votre vie. La psychologie ne doit pas faire exception. Nous sommes de retour. Regard scientifique sur la psychanalyse avec Joël Swensen. J'y arrive de mieux en mieux. Et donc la partie 2, la plus importante, c'est que voilà, c'est bien beau de critiquer le corpus théorique. Après tout, ça pourrait marcher sans qu'on sache pourquoi. Comme l'homéopathie. Exactement. Sauf que ça marche pas. Bon, et on sait pourquoi. Mais bon, ça pourrait. Or, ce qu'il faut faire, c'est puisque ça a une prétention thérapeutique, est-ce qu'on a des moyens de mesurer comment on soigne les gens ?
et de voir ce qui marche pas. Et donc là, vous avez la réponse en plus. Donc on a pour ça, il est pas venu pour rien, il a la réponse à cette question de comment on mesure l'efficacité d'une thérapie. Exactement. Donc je vous laisse la parole. Et quels sont les résultats selon les différentes thérapies. Ce qui est important, c'est ce que vous avez dit par rapport au... peut-être la théorie n'est pas valide, mais ça marche. Si un psychologue, un psychiatre trouve que la personne va mieux que leur thérapie s'ils font un peu de sport le prochain, chaque jour, on devrait se mettre au sport. On devrait faire ce qui marche, peu importe l'investissement dans un modèle. On est là pour soigner et on va trouver les meilleures façons de le faire. Mais pour les psychothérapies, pour revenir à votre question sur est-ce qu'on peut mesurer les effets? Absolument. Je vais parler maintenant de l'histoire de l'expertise INSERM. Ça, c'est la première fois en France que les psychothérapies ont été évaluées depuis le roi Louis XVI et Mesmer. C'est pas du tout quelque chose qui était dans les murs, c'est quelque chose qui était très polémique. C'était publié en 2004. C'est un rapport qui a été demandé par deux grandes associations des patientes qui ont demandé le ministère de la Santé, donc FNAPSI et UNIFAM, ont demandé le ministère de la Santé d'évaluer les psychothérapies dans le principe qu'on a le droit en psychiatrie d'avoir les mêmes informations par rapport à l'efficacité des soins. Donc, l'INSERM était demandé de faire cette expertise. INSERM a une cellule d'expertise et ils font les expertises pour maintes problèmes. C'est le même centre d'expertise à l'INSERM qui fait les expertises pour le cancer, pour le diabète, pour toutes les maladies. Et ils ont fait la même chose pour les psychothérapies. Alors, c'est un rapport qui a été publié en 2004. Ça a resté une semaine sur le site web, le résultat, le site web du ministère de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Il y avait le lobby psychanalytique qui a mis tellement de pression avec lui qu'après une semaine, il a retiré ça de son site. L'INSERM, heureusement, a dit non, on ne va pas retirer ce rapport de notre site, on le garde sur le site parce que c'est un excellent rapport comme tous les autres que nous avons fait, un rapport rigoureux. Alors, on a une sorte de lobby qui fait pression pour retirer une information sur un site officiel du ministère de la Santé. Absolument. Et on va parler de ça maintenant. Exactement. Donc, je vais parler des débats et controverses dans l'évaluation de l'efficacité de la psychothérapie, les fondements méthodologiques pour avoir une évaluation rigoureuse et puis le résultat de cette expertise. Alors, la première chose, débat et controverse. Il y a quelques questions qui sont les questions, on peut dire, intellectuelles ou les raisons honnêtes, pourquoi les gens ne veulent pas que les thérapies soient évaluées. Et la première, c'est que les gens disent que la psychothérapie n'est pas un soin. C'est pas un soin. Alors, ça, c'est parce que je vous ai montré ces lignes blanches et rouges, si vous vous souvenez. La psychothérapie peut être utilisée pour maints problèmes de notre vie quotidienne. Les quêtes personnelles, les questions existentielles. Pourquoi je suis vivante? Pourquoi je ne veux pas prendre l'entreprise de mon père? Et on veut parler avec quelqu'un. Les problèmes du tiers-monde, quoi. Les problèmes de notre vie quotidienne ou de se comprendre, c'est pas forcément que cette personne est malade. Et donc, les psychothérapies servent aussi pour ça. Mais à partir du moment qu'ils sont là aussi ou utilisés pour soigner les gens avec les troubles mentaux, on est dans l'obligation de les évaluer. Donc, une autre chose, les gens vont dire c'est que les psychothérapies n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, les objectifs de la psychanalyse, c'est de résoudre les conflits inconscients, tandis que les objectifs de thérapie comportementale et cognitive, c'est de réapprendre ce qui était mal appris ou de travailler sur le processus cognitif dysfonctionnel. En fait, c'est un faux discours. Les objectifs des psychothérapies sont les mêmes. Les mécanismes sous-tendant les psychothérapies ou leurs différentes techniques sont différentes, mais ils sont tous là fin du jour pour soigner. Donc, le symptôme est incontournable comme un signe de progrès ou de validité de la théorie et de la pratique de l'approche.
Les gens vont aussi dire que la psychothérapie ne peut pas être évaluée. Et là, c'est évidemment faux. Depuis plus que 60 ans, la recherche est pleine des études scientifiques de bonne qualité évaluant l'efficacité de la psychothérapie. Mais il y a une dernière raison pourquoi il y a les controverses débats, et ça revient aux enjeux moins nobles. Quels sont ces enjeux? On vient de dire un qui est une lobby. Vous posez la question, mais du coup, j'ai rien à faire. C'est ça qui est bien. OK. Évidemment, l'argent, ça peut rapporter beaucoup. C'est un marché. On ne veut pas des concurrents sur le marché. C'est très important de le reconnaître. Deuxièmement, si on investit 30 ans de sa vie dans un modèle théorique, est-ce qu'on est prêt de l'abandonner si la recherche montre qu'il y a quelque chose de mieux? C'est très difficile. Il y a aussi le pouvoir et le prestige. Dans nos universités, la première question, surtout, c'est qui contrôle les étudiants de première année? Qui sera là pour les dire ce que c'est la psychologie clinique ou la psychiatrie, le bon modèle, la psychanalyse et tout le reste n'est pas éthique. Donc, il y a les enjeux moins nobles, il y a une lobby qui va défendre ces enjeux et qui marche très très bien. On va voir ça aussi dans un instant. OK, qu'est-ce qu'il faut avoir pour évaluer les psychothérapies d'une manière scientifique et rigoureuse? La première chose, il faut poser les questions correctement. Et l'INSERM a posé parfaitement bien. Voilà leur question. Quelle est l'efficacité clinique des différentes psychothérapies, quels que soient leurs objectifs annoncés, pour un trouble donné? Donc, c'est complexe, je vais les décortiquer. L'efficacité clinique. Est-ce que les symptômes disparaissent ou la personne n'a plus le trouble, oui ou non? Ou est-ce qu'ils vont mieux? Est-ce qu'il y a une amélioration du symptôme, oui ou non? Quels que soient les objectifs annoncés. Donc, OK, le psychanalyste, vous faites ce que vous voulez faire. Le TCC, la thérapie familiale, vous faites ce que vous voulez faire. Fin du jour. Le TCC veut dire? Thérapie comportementale et cognitive. Je vais revenir à ça, oui, ça sera le sujet juste après. Dans un instant. Et pour un trouble donné, ce n'est pas pour les souffrances psychiques dans toutes ses formes, mais c'est pour un trouble bien défini. Et puis, on va faire ça pour d'autres troubles. Quelles sont les formes de psychothérapie qui sont évaluées par l'étude INSERM? Bon, premièrement, il y a la psychanalyse et la famille des psychanalyses ou les thérapies psychodynamiques avec ces communalités, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Les thérapies comportementales et cognitives qui traitent comment les processus en fait normaux chez tous les hommes et femmes, en fait, parfois déraillent. Ou autrement dit, parfois, on va apprendre les choses qu'on ne devrait pas apprendre. Pourquoi on a un certain filtre cognitif ou une certaine façon de voir les choses qui est biaisée d'une manière chronique, etc. Donc, les thérapies comportementales et cognitives, et puis les thérapies familiales. Alors, la thérapie familiale, c'est à la fois une forme de prise en charge. On peut prendre en charge une famille d'une manière psychodynamique ou psychanalytique, mais il y a aussi les théories spécifiques à la famille, telles que systémiques. Pourquoi ces trois? Parce qu'il y a plus que 400 formes de psychothérapie qui ont vu le jour. 400 formes. Pourquoi ces trois? La majorité des psychothérapies n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation quelconque. Ces trois ont été sélectionnés parce que, ils ont les bases théoriques bien élaborées. 2, ils ont fait l'épreuve du temps. C'est pas comme le cri primal dans les années 70 qui a duré un an et puis a disparu. Et aussi, ça représente la majorité d'offres de soins en France, même si la grande majorité était psychanalytique. Alors, quels critères? Comment est-ce qu'on va juger si la personne va mieux ou pas? Ça, c'est important. Le diagnostic, selon les critères en vigueur, DSM ou CIM-10. Oui. Est-ce que la personne remplit le critère, oui ou non, de la dépression majeure, de la phobie sociale, de troubles obsessionnels compulsifs? Diagnostic, oui ou non? Il y a des diagnostics pour lesquels on ne peut pas les guérir, mais on peut nettement améliorer la sévérité. Donc, en plus de diagnostic, il y a les mesures des syndromes et des symptômes sur un continuum, ainsi que le fonctionnement du patient. Et ce,
pour les troubles les plus fréquents et handicapants dans la population générale. Le plus fréquent, les addictions, les troubles anxieux, les troubles de l'humeur. Le plus handicapant, trouble bipolaire, qui est aussi un trouble de l'humeur, la schizophrénie, l'autisme aussi. Donc, les troubles de l'enfant et de l'adulte. Alors, voilà le nerf de la guerre. Quel type d'études nous informe sur l'efficacité des psychothérapies? Et le premier débat pour le rapport INSERM est est-ce qu'on peut utiliser les études de cas comme preuve d'efficacité? Les études de cas, ce n'est pas que le psychanalyse qui l'a utilisé. C'est utilisé en TCC, thérapie comportementale et cognitive. C'est utilisé en presque toutes les formes de psychothérapie. Est-ce qu'il nous informe? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme une source de preuve d'efficacité? La richesse d'une étude de cas, c'est qu'on connaît un individu en détail, leur histoire. On suit cette personne dans le temps. On connaît l'environnement et tous les tierces facteurs. Le problème, c'est que c'est qu'une seule personne et ce n'est pas généralisable. Mais oublions ça. Okay? Juste pour cette même personne, et cette même personne qui est en train de faire une psychothérapie et qui s'améliore, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à une thérapie? La réponse de l'INSERM était non. Et pas parce qu'il n'y a qu'une seule personne, c'est parce qu'il n'y a pas un point de comparaison. Il y avait un psychanalyste dans ce membre de ce rapport, membre de cette expertise, qui voulait qu'on utilise le cohorte au centre Anna Freud à Londres, qui est une cohorte de 400 études de cas. On a quand même 400 personnes, mais chacun est traité en tant qu'étude de cas. Et INSERM a dit non, parce qu'ils sont tous les enfants, centre Anna Freud. Parce qu'on a les enfants à 5 ans suivis en psychanalyse. L'enfant à 5 ans a un problème. Le problème, c'est qu'ils ont tellement peur du monstre qui est sous le lit. Et 3 ans après psychanalyse, ils n'ont plus peur du monstre. Est-ce que c'est dû à la... Est-ce que c'est grâce à la psychanalyse? Moi, j'avais peur du noir et des monstres sous le lit. Moi aussi. Et donc, une étude de cas en soi peut être illustrative de ce qui pourrait être le changement grâce à la psychothérapie, mais pas conformatoire. Donc, ce n'est pas preuve d'efficacité. On est un peu avec le post-hoc ergo propter hoc que connaissent bien les esthéticiens. On voit un truc qui change, mais est-ce qu'on peut inférer que c'est dû à ce qu'on a fait? Exactement. Mais en plus, comme nous le savons, il y a une sélection des études de cas. Freud n'a jamais présenté une étude de cas outre que les cures spectaculaires. Et pas les échecs, même si après on a su que tout était un échec. En fait, c'est pas vrai non plus. Pour être honnête, pour Freud, les troubles mentaux souvent sont chroniques. Mais le problème, c'est que lui, il a dit la personne est guérie, la psychanalyse fait ça, et ça, c'est ça la faute. Mais les études de cas, encore, peut être une illustration, mais ne peut pas être une source de preuve. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les études randomisées contrôlées. Alors, qu'est-ce que c'est? À la base, on va avoir une population, imaginons 200 personnes avec le même trouble, la phobie sociale. Et d'une manière aléatoire, ces 200 personnes seront attribuées soit au groupe contrôle, qui est par exemple une liste d'attente, ou une thérapie active. Et après le même nombre de semaines ou mois, on va voir dans les deux groupes s'ils ont le même degré de sévérité. Et dans ce cas, la thérapie A a un bénéfice de 5 points de réduction de sévérité par rapport au groupe contrôle. Ça, c'est une étude randomisée contrôlée. C'est la même population, de manière aléatoire, dans 2 groupes différents, suivis pour le même temps. La seule différence, c'est qu'il y a un qui a la thérapie, l'autre non. Alors, l'expertise INSERM, les membres étaient d'accord pour ça, que ça nous informe sur l'efficacité. Mais regardons maintenant le groupe contrôle. On va changer ça en thérapie B. Et là, ils n'étaient plus d'accord. Pourquoi? C'est la même démarche scientifique. Ils n'étaient pas d'accord parce qu'on ne veut pas poser la question s'il y a une thérapie qui est plus efficace que d'autres.
On veut que tout le monde gagne et tout le monde mérite un prix. On ne peut pas tout réduire à des chiffres, après tout, c'est ça, hein? Alors là, c'est un discours, réduire un chiffre, comme si on est en train de traiter les gens comme un algorithme informatique. C'est un autre discours préféré des psychanalystes, de réduire les gens aux chiffres. Comme vous dites, si une question est posée, comment vous vous sentez? Et vous dites, est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Non. On est dans le binaire. 0, 1. Oui, non. Est-ce que vous sentez bien? Oui. Combien vous sentez bien? Très bien. Plus que bien? Oui, très bien. On est dans une échelle. Donc, de remplacer les mots par un chiffre, c'est qu'une manipulation des concepts, c'est tout. C'est pas du tout quelque chose qui va réduire la personne en informatique. C'est pas du tout ça. C'est une façon d'être rigoureux par rapport à ce qu'on dit. Oui, mais ça n'est pas respectueux de la personne humaine dans son intégralité. Il faut une approche holistique. Holistique. Là, un autre discours qu'on va attendre. Que le psychanalyse... C'est pas répété ce qu'on fait, hein. Le psychanalyse prend en compte l'individu dans toute leur totalité. J'ai entendu ça maintes fois. N'importe quoi. Toute leur totalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'on va prendre en compte le corps de la personne et aussi leurs pensées, aussi tout ce qui est cognitif et comportemental, aussi tout ce qui est familial. Hein? Est-ce qu'on le fait ça en psychanalyse? Non, c'est que l'inconscient. Mais ça, c'est la totalité? N'importe quoi. Chaque thérapie est limitée, évidemment, mais il ne faut pas raconter de bêtises. Que le psychanalyse respecte le sujet plus que les autres. Non. La question, c'est est-ce que ça marche, fondamentalement. C'est quoi la priorité? C'est le patient. OK. Donc, les études randomisées contrôlées, c'est le principe de base. On va avoir aussi les études systématiques, qui sont le review systématique, qui sont le review qualitatif de la littérature. On va avoir les méta-analyses. Qu'est-ce que c'est une méta-analyse? C'est qu'on va prendre toutes les études randomisées contrôlées qui existent, les différentes, et on va calculer une seule taille de fait moyenne pour tous. Quelle démarche? L'INSERM a invité la participation de chaque expert. Donc, chaque domaine qui est expertisé. Donc, les psychanalystes étaient présents, les experts de TCC étaient présents, les experts de thérapie familiale étaient présents, ainsi que les documentalistes et toute l'équipe standard de l'expertise INSERM. Donc, c'était bien équilibré. C'est pas les thérapeutes ou les experts de chaque thérapie qui ont identifié les études. C'est pas eux qui sont venus avec un tas d'articles pour dire « je veux analyser ça ». Non, c'était les documentalistes qui font l'état de toutes les bases partout où il y a, et internationalement, où il y a les études qui nous informent sur l'efficacité de la psychothérapie. Après, cette littérature peut être complétée s'il y avait quelque chose oublié par les experts. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais chaque étude était passée au crible. Par exemple, si c'était une étude randomisée contrôlée, il y a ici les 10 commandements. Les 10 commandements pour avoir une étude de qualité. Est-ce que les symptômes sont clairement définis, les mesures validées, évaluateurs indépendants et aveugles, etc., etc. Chaque étude. Si c'était une méta-analyse, il y a une autre grille. Alors, il y avait 1000 études évaluées de ce type qui étaient publiées entre 1960 et 2003. Il y avait de quoi pour se prononcer sur l'efficacité des psychothérapies. Les résultats. Oh non, je vais arrêter là. C'est bon. Non, je vais dire les résultats, oui. Bon, ben voilà. Prochaine émission dans un mois. Hein, on vous donnera les résultats. Les résultats. Les résultats peuvent être classés comme A, B ou C. A veut dire il y a une preuve établie d'efficacité pour cette thérapie, pour ce trouble. Grade B, qu'il y ait une présomption d'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y avait qu'une seule étude randomisée contrôlée qui a donné le résultat positif, mais c'était de bonne qualité. Ça reste à être répliqué. Donc, il y a une présomption d'efficacité, mais ça n'a pas encore été confirmé. Et puis, il y a le grade C.
grade C veut dire pas de preuve d'efficacité. Alors, ça cache deux choses là. Soit c'était testé et ce n'était jamais montré efficace. Soit ce n'était jamais testé scientifiquement. Tous les deux reviennent au même message qu'on envoie aux patients. Nous n'avons pas la preuve d'efficacité pour cette approche, pour cette méthode. Donc, pour la schizophrénie, qui est toujours traitée avec médicaments, en phase aiguë, la thérapie psychoéducative familiale a réduit le taux de rechute sur 2 ans, donc preuve d'efficacité. Pour schizophrénie stabilisée avec médicaments, approche psychoéducative familiale, encore preuve d'efficacité, et une présomption pour la thérapie comportementale et cognitive. Les troubles de l'humeur, donc troubles bipolaires, encore toujours traités avec médicaments, approche familiale et TCC, présomption d'efficacité. La dépression majeure hospitalisée sous antidépresseurs, donc la forme la plus sévère, approche TCC, preuve d'efficacité. Ça veut dire C pour la psychanalyse. Dépression majeure non hospitalisée, le rhume commun, si vous voulez, des troubles mentaux, approche TCC fait preuve d'efficacité. Ça veut dire C, inefficace ou pas preuve d'efficacité pour la psychanalyse. Les troubles anxieux, approche TCC A pour trouble panique et une présomption, TCC a fait preuve d'efficacité pour trouble panique et une présomption pour l'approche psychodynamique brève si c'est aussi accompagné par les antidépresseurs. Le stress post-traumatique, approche TCC, preuve d'efficacité. Approche psychodynamique brève, présomption d'efficacité. Excuse-moi. Trouble anxieux. Le trouble de l'anxiété généralisée, approche TCC A, C pour la psychanalyse. Trouble obsessionnel compulsif, A pour le TCC, C pour psychanalyse. Phobie sociale, A pour TCC, C pour psychanalyse. Boulimie, A pour TCC, C pour psychanalyse. Anorexie, B à la fois pour TCC et thérapie familiale. Trouble de personnalité, approche psychodynamique A. Premier A que nous avons pour l'approche psychodynamique. Mais pas que E, parce que c'est aussi un A pour l'approche TCC. Alcoolodépendance, approche A pour la thérapie familiale et pour l'approche TCC. Donc, la conclusion globale de l'expertise INSERM. Chaque thérapie est efficace pour au moins un trouble parmi tout ce qui a été examiné. Et je vous ai présenté que la recherche chez les adultes. Chez les enfants, l'autisme, ADHD, c'est A pour TCC, C pour psychanalyse. Mais il y avait des différences très importantes entre les thérapies par rapport aux preuves d'efficacité. Les TCC étaient efficaces pour la grande majorité des troubles mentaux. Il n'y avait pas de preuve d'efficacité pour tous les troubles mentaux, sauf les troubles de personnalité pour la psychanalyse. Ce qui est important, c'est de comprendre que les thérapies qui étaient efficaces, ça c'est important, étaient efficaces sans substitution des symptômes. Et alors ça, c'est un concept psychanalytique. C'est un concept et une critique de la psychanalyse vis-à-vis le TCC. La psychanalyse va dire, ah oui, vous allez avoir des gains thérapeutiques spectaculaires, mais quand le symptôme disparaît, un autre symptôme va revenir à sa place. Donc, vous n'avez plus le trouble obsessionnel compulsif, mais vous allez avoir la phobie sociale. Parmi les 1000 études examinées, combien a constaté une substitution des symptômes? Zéro. Même si c'était l'objectif énoncé par l'étude, nous savons que ça existe et on va voir quel est le syndrome qui va revenir. Zéro. Mais ce n'est pas vrai uniquement pour le TCC, mais pour tous les troubles. Si c'est efficace, il n'y avait pas un problème de substitution des symptômes. La substitution des symptômes peut exister à titre individuel. Ça peut exister, mais ça montre que ce n'est pas quelque chose en lien de manière systématique avec une forme de prise en charge. Donc arrêtons le mensonge. Arrêtons le n'importe quoi, le propagande qu'on est en train de dire que le TCC est bourré de problèmes. On voit les effets spectaculaires, mais après,
il y a cette substitution de symptômes. N'importe quoi, mensonge, nous savons que ce n'est pas vrai sur le plan scientifique. Un autre problème, c'est qu'on va dire, la psychanalyse, que c'est pour une durée plus limitée. Que si vous faites une psychanalyse, le gain thérapeutique va durer plus longtemps. Non. Quand une thérapie, et que la thérapie TCC, évidemment, va avoir les effets spectaculaires, mais éphémères. Quand vous avez une thérapie qui est efficace, en général, la règle que nous avons constatée, c'est que le rapport Inser montre qu'à la fin du traitement, on a un gain thérapeutique pour thérapie X, quoi que soit la thérapie. 6 mois plus tard, cette gain thérapeutique est encore plus importante. Une année après, encore plus importante. Il y a un effet de boule de neige vers le positif, et ce, pour chaque forme de thérapie. Donc, en fait, c'est très positif, quoi. Ça marche, déjà. Enfin, mis à part le cas psychanalyse, les traitements thérapeutiques en psychologie, ça marche plutôt bien. Absolument. On a des soins qui sont très efficaces selon le trouble. On a les troubles qui seront les troubles, nous savons, chroniques. Et on ne peut pas les guérir. Par exemple, le trouble bipolaire. Mais on peut nettement améliorer la qualité de vie et la sévérité des symptômes de ces patients et réduire le nombre de rechutes et augmenter le temps entre les rechutes. D'autres troubles, par exemple le trouble panique, qui peut toucher quelqu'un pendant 20 ans, où ils sont enfermés à la maison et ne peuvent pas travailler. On peut le guérir à toujours, pour la grande majorité des cas, en 20 séances. Donc, on a des armes à utiliser. Il faut juste le savoir. Et encore, je dis tout ça parce que j'adore le TCC. Si on me dit que demain matin, on devrait chanter une chanson, je vais suggérer ça à tout le monde. Si on montre que c'est efficace, c'est ça qui est important. Vous n'êtes pas ici pour vendre, pour défendre une boutique, quoi, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Vous faites des TCC, mais si demain on trouve mieux, vous changez, quoi. Exactement. Ouais. Parce que on n'est pas là pour être amoureux du modèle, d'une théorie. On est là, à fin de compte, pour aider les patients. Et si on est tellement investi dans une philosophie que c'est ça qui est plus important que son efficacité, c'est une faute éthique. Ma dernier commentaire, c'est que la formation des psys en France doit-elle évoluer? Oui. Absolument. Et ça sera le thème de la troisième partie. Enfin, ça m'a, ce que vous avez dit sur le fait qu'il y avait éventuellement parfois une substitution, ça m'a rappelé, une blague de Coluche, qui dit que avant je faisais pipi au lit et ça me rendait très, très, très triste. J'ai fait une thérapie, je vais beaucoup mieux. Maintenant je pisse au lit et je suis content. Une sorte de substitution différente. Bon, pardon pour la blagounette, on est voilà pour être que triste. J'avais une sorte de petit quiz qui a dit. L'autisme, en fait, ça n'existe pas à la naissance, il est fabriqué. C'est un processus réactionnel d'adaptation à une épreuve touchant à l'identité de l'enfant. C'est Françoise Dolto. Elle a également dit l'enfant autiste est télépathe. Et c'est une référence absolue pour beaucoup de gens, et moi je suis étonné qu'on puisse lire ça. Donc sur l'état de l'art, sur la psychanalyse, je pense qu'on a fait le tour. Globalement, je pense pas qu'il y ait... Alors, évidemment, les gens ici présents pourront poser des questions, hein. On l'a dit tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous aurez un quart d'heure pour réagir et pour poser des questions, il ne faudra pas hésiter. Qu'est-ce que j'avais comme autre remarque, moi, à vous demander? Ça on en a parlé. Mais du coup, les psychanalystes, est-ce qu'ils ont défini... Parce qu'on a dit que c'était irréfutable. Est-ce qu'il faut quand même un travail? Il me semble qu'il y a un progrès quand même dans leur rang. Ils essayent d'être davantage dans l'évaluation de leur pratique. Est-ce que ça se fait pour de vrai? Alors, parce que là, le rapport c'est 2005, donc ça fait 12 ans maintenant. Depuis, peut-être que c'est mieux. Oui. Malheureusement, je pense que la troisième partie que je vais présenter va montrer à quel point on a besoin toujours de faire de progrès. Je pense que beaucoup de psychanalystes sont sincères. Et je pense que beaucoup de psychanalystes aident les gens, sincèrement. Mais est-ce qu'ils aident les gens parce qu'il y a deux corps humains dans la même pièce et il y a une personne qui parle et exprime leur souffrance? Ou est-ce qu'ils aident les gens parce qu'il y a un problème parce que cette personne à 5 ans voulait se coucher avec sa mère? Là, il faut faire la part des choses. Oui. Juste le fait d'écouter, ça peut aider. J'avais une question, du coup, un petit peu à côté de l'aspect thérapeutique, parce que la psychanalyse, c'est pas seulement ça, c'est aussi la psychanalyse des rêves. Est-ce que vous pourrez, en 2 minutes,
3 éventuellement, parce qu'on est généreux. La psychanalyse des rêves, ça vaut quoi? Est-ce que c'est testable? Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça apporte des choses aux gens ou pas du tout? Je sais, vous parlez de quoi? La psychanalyse des rêves. Oh, des rêves. Oui. Alors, ça c'est une grande question. Les rêves, les libre association ou différentes façons dont on peut avoir accès à l'inconscient. Je connais aucune recherche scientifique sur les rêves, sur l'interprétation des rêves, si c'est les perspectives jungiennes, si c'est freudienne. Aucune recherche que j'ai vue sur le plan scientifique valable. Je dis pas non, mais montre-moi. D'accord, donc c'est celui qui dit qui prouve, quoi. Et c'est marrant parce que c'est le titre de la vidéo qu'on va passer pour la deuxième pause. Donc on s'arrête là et et en plus on est à l'heure. Je suis assez content. On a démarré en retard, mais on est à l'heure. Donc deuxième pause, on va vous présenter une petite vidéo qui était faite par Aude. Je parle ici, c'est ça, hein, par Aude, qui est une journaliste, qui a une chaîne. Donc sa chaîne s'appelle Aude, parce qu'elle est relativement cohérente comme fille, hein. Et donc elle nous a autorisé à diffuser cette vidéo-là, qui est la première de sa chaîne, donc ça date d'il y a quelques mois maintenant. Et donc on vous encourage à vous abonner à sa chaîne, parce qu'on trouve que c'est plutôt bien ce qu'elle fait. Et elle montre un peu comment doit travailler un journaliste avec les bases, quoi. De base, comment on vérifie les infos, et le principe que celui qui dit un truc, il le prouve, quoi. Ce qui est un truc de base. Voilà, donc on vous rejoint dans 4 minutes et quelques. 4h40, je crois. Voilà. Venez quand je peux bouger. Bonjour à tous, moi c'est Aude et je suis journaliste. Non, mais partez pas tout de suite. Je suis une gentille. Mon métier c'est quoi? Mon métier c'est de faire la lumière le plus possible sur une thématique, une problématique. Ça peut être un fait divers, un fait de société, un scandale financier, un fait historique. En fait, je suis un peu comme Laurent Deutsch, en moins cher. Sur chaque thématique, on me donne des sons de cloche totalement différents. Pour ne pas me faire manipuler, je dois toujours essayer de m'en tenir aux faits de la manière la plus concrète possible, la plus rationnelle possible. Et bien moi, la petite enquêtrice là, j'ai un gros problème. J'ai très mal aux yeux quand j'ouvre mon ordi, moi. Je vois des gens qui relayent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Je vois des rumeurs complètement dingues qui sont capables de circuler. Des mecs qui me disent « Mais prouve-moi que le complot mondial de la CIA, il n'existe pas !» Et on se calme. Donc voici ma toute première leçon, j'aime pas ça parce que je suis pas un prof. Mon tout premier tuto de bonne fée là pour vous aider à repérer les pièges de ces petits coquins là qui s'amusent à vous faire gober n'importe quoi sur la toile. Je ne sais pas si ces braves gens sont tous allés dans la même école comme dans Harry Potter, mais ils ont tous la même recette. Ils avancent des choses dont l'inexistence est impossible à ciel. Et si tu émets le moindre doute sur ce que je te raconte, je vais te dire ah oui, eh bien prouve-moi que les licornes n'existent pas et j'arrêterai d'y croire. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est impossible de prouver que les licornes n'existent pas. Tout comme il est impossible de prouver que les lutins n'existent pas, que les fées n'existent pas, que les Yétis n'existent pas, que le Père Noël n'existe pas. D'ailleurs, le Père Noël, moi, il m'a toujours répondu 36-30, 36-30. Ah, il y a une règle toute simple à adopter, c'est la règle du qui dit prouve. Qui dit prouve? C'est à celui qui émet une théorie de la prouver. C'est pas à moi, en face de toi, de te prouver que ce que tu dis est faux. C'est à toi de me prouver par A plus B que ce que tu dis est vrai. Vraiment vrai. Le Canard enchaîné, quand ils disent que Pénélope, elle a été payée 800 000 €, ils ont des fiches de paye entre les mains. Cache investigation, quand ils vous disent que vos meubles Ikea, ils sont truffés d'arbres bicentenaires, tricentenaires, ils sont allés sur place, ils ont interviewé les fournisseurs, Ikea, ils ont rencontré les gens, ils ont confronté les différents points de vue, ils ont fait leur enquête. Ils vous le disent et ils sont légitimes à le dire parce qu'ils ont des preuves que personne ne peut contester. Donc ta licorne là, ton gouvernement mondial, ton Père Noël, ton lutin, si tu me l'amènes pas devant moi, si tu m'organises pas un déj avec, si tu me démontres pas par A plus B de manière incontestable que cela existe, ton niveau d'enquête il est le même que celui de mon chat. Ça craint. Les Illuminati. Quelles sont les preuves? 1. Qu'ils existent. 2. Qu'ils dominent le monde. Aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, avec tous les réseaux qu'on a, avec tous les journalistes d'investigation qu'on a, avec des outils incroyables comme Wikileaks qui permettent à n'importe quel citoyen dans le monde de révéler des choses énormes pour peu qu'elles soient vraies, avec les centaines de milliers de personnes qui sont passionnées par les Illuminati, comment expliquez-vous qu'on est rien en fait, hein?
à part quelques rappeurs qui font des triangles comme ça dans les clips. Je lance un défi. Le premier qui me ramène un Illuminati dans mon bureau, je lui offre son poids en ampoule basse consommation. Ah, les petites ampoules. Tout prévu, hein. Bonjour à tous, moi c'est Aude et je suis journaliste. Non, mais partez pas tout de suite. Je suis une gentille. Mon métier c'est quoi? Mon métier c'est de faire la lumière le plus possible sur une thématique, une problématique. Ça peut être un fait divers, un fait de société, un scandale financier, un fait historique. En fait, je suis un peu comme Laurent Deutsch. En moins cher. Sur chaque thématique, on me donne des sons de cloche totalement différents. Pour ne pas me faire manipuler, je dois toujours essayer de m'en tenir aux faits de la manière la plus concrète possible, la plus rationnelle possible. Et bien moi, la petite enquêtrice là, j'ai un gros problème. J'ai très mal aux yeux quand j'ouvre mon ordi, moi. Je vois des gens qui relayent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Je vois des rumeurs complètement dingues qui sont capables de circuler. Des mecs qui me disent « Mais prouve-moi que le complot mondial de la CIA, il n'existe pas !» Alors, après cette vidéo en boucle de Aude, abonnez-vous, on reprend cette troisième partie. Je présente deux petits bouquins, peut-être que vous les connaissez. Alors ça, je pense que vous le connaissez. Bien sûr. Le livre noir de la psychanalyse qui date d'il y a 10 ans maintenant. Donc, un livre très épais, très très bien documenté. Où pour le coup, le titre parle pour lui-même, quoi. C'est assez à charge, mais parce que, comme vous l'avez montré, il y a des raisons de critiquer. Vlad, tu veux prendre la parole? Voilà, non, ce qui est intéressant, et il y a justement Sophie Robert a fait quelque chose avec certains intervenants de ce bouquin, c'est que ce sont des déconvertis de la psychanalyse. Donc on ne peut pas les accuser de ne pas connaître la discipline. Il y en a justement. On ne peut pas les accuser d'accuser la discipline parce qu'elles ne la connaissent pas. Ce sont des gens qui l'ont pratiquée et qui, en la pratiquant, se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes avec. Donc c'est un regard qui est intéressant à voir. Et puis il y a ce bouquin qui est qui est très beau à regarder, qui s'appelle Neurocomique, que je ne me trompe pas, et le qui va l'ouvrir. Donc en fait c'est en bande dessinée. Donc si vous ne connaissez pas du tout les grands savants de l'histoire de la psychologie, alors j'ai pas vu Freud dedans, mais il y a d'autres savants qui pour le coup ont publié dans des revues. Il y a des savants. Il y a des scientifiques, voilà. Et c'est un très bel ouvrage. Donc voilà, pour les cadeaux de Noël. On est presque dans les temps, n'hésitez pas à faire ça. Donc, je reviens vers notre invité pour la troisième partie. Donc, vous avez parlé, quand on a préparé l'émission, et là, vous l'avez redit tout à l'heure, le mot scandale a été prononcé, pour trouver qu'il y a des scandales. Et donc, la partie 3, c'est est-ce qu'il y aurait une faute éthique à l'heure actuelle, dans le monde universitaire, peut-être politique, scientifique en tout cas, dans le hiatus entre ce que vous avez montré des résultats, et puis sur le terrain, dans la pratique et dans l'enseignement. Est-ce qu'on est raccord, quoi? Vous voulez une réponse en un mot? Alors, la réponse courte serait? Oui. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc, on n'est pas raccord. Par exemple, la psychologie clinique française est une entreprise familiale. C'est non diversifié dans une grande majorité des cas. Je vais vous montrer ça. Alors, on vous écoute. Bon, si on va parler de pourquoi le progrès, justement, est si lent pour les thérapies qu'on peut qualifier comme scientifiques, il y a plusieurs causes. Mais je veux juste dire un mot pourquoi je vais dire une thérapie scientifique. En comparaison avec Freud, par exemple, ou psychanalyse, une approche TCC est fondée sur les différentes formes d'apprentissage humain et les différents aspects ou facteurs cognitifs. L'apprentissage, par exemple, le conditionnement classique, vous le connaissez tous. Même si vous ne connaissez pas ce mot, vous avez entendu parler de Pavlov. Oui? Alors, ça c'est aussi une cause de troubles mentaux. Et Pavlov, ou conditionnement classique, c'est très actif dans votre vie quotidienne. C'est la façon dont notre corps fonctionne. On est né pour apprendre des choses. Je vous donne un exemple. Si je vous pose la question, quel est votre repas préféré? Et vous me dites, la pizza. Moi, j'avais répondu la pizza. Oui, okay. C'était ma réponse. Ok, oui. La pizza. Et si vous mangez la pizza un jour, et faute de chance, vous avez aussi un méchant gastro, et vous êtes malade. Oh non. Toute la soirée. Alors, on dit que c'est Vlad alors. Le lendemain, vous ne pouvez pas même sentir l'odeur de pizza.
Oui, parce que votre corps est en train d'essayer de vous protéger. Votre corps sait que vous étiez très malade et vous avez mangé des pizzas, comme si la pizza peut-être est empoisonnée. C'est primitif, c'est absolument hors de votre contrôle. Votre corps a appris d'avoir du goût face aux pizzas. C'est normal. Et ça va disparaître éventuellement et vous pouvez reprendre votre pizza. Mais c'est exactement la même chose qui cause l'état de stress post-traumatique. Si vous vivez un accident de voiture grave, même une seule fois, oui, après ça, parfois, juste le grincement de frein va causer automatiquement pour vous cette réponse de l'anxiété ou de tension. C'est la même chose face à un ascenseur. Si on est coincé dans un ascenseur et on panique, l'ascenseur et les autres ascenseurs qui n'ont jamais coincé peuvent aussi provoquer de l'anxiété. Et aussi les espaces similaires aux ascenseurs, comme les placards, les espaces clos et limités. Oui. Donc, ça, c'est le conditionnement classique qui joue un rôle aussi dans les troubles mentaux. Le conditionnement opérant, c'est d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, conditionnement vicariant, etc. Et derrière tous ces différents processus normaux qui déraillent, ou bref, notre corps apprend les choses, même si ce n'est pas utile, il y a une expérimentation extrêmement détaillée depuis des décennies et des décennies, des centaines, voire des milliers de chercheurs. Nous savons très bien comment ces processus marchent. Et on sait à quel point on peut les manipuler aussi pour remettre le train sur le rail. C'est-à-dire de déapprendre ce qu'on a mal appris. Ou de réajuster le fonctionnement cognitif pour que ça puisse être juste. La thérapie cognitive n'est pas la thérapie des pensées positives, c'est la thérapie des pensées justes. Et donc, nous savons, grâce à ces recherches scientifiques, au fil de toutes ces années, que nous savons comment faire. Et tout ce qui n'était pas efficace, on a jeté ça par la fenêtre parce qu'on n'était pas amoureux de la théorie TCC. C'est juste qu'on voulait comprendre scientifiquement les règles. Alors, maintenant, je voudrais quand même dire les problèmes, parce qu'il y a les forces académiques et politiques mettant tout en œuvre pour lutter contre la science et les évaluations. Je vous ai parlé du rapport INSERM et pourquoi ça fait un scandale. Mais je voudrais d'abord aussi balayer devant ma propre porte les universités. C'est une situation extrêmement grave. Ici, nous voyons une carte de la France, et avec toutes les villes, et j'ai mis sur cette carte les tendances des formations des différentes universités en psychologie. Ça, c'est uniquement en psychologie clinique. Okay? Donc, par exemple, à Bordeaux, on a des filières qui sont tendances TCC ou tendance psychodynamique, à Toulouse aussi, etc. Ça a l'air très... Et ce qui est en noir, c'est où je ne pouvais pas avoir les informations. Donc nous sommes à Metz-Nancy et on n'a pas d'informations, nous, ici. Je sais de source sûre qu'il y a de la psychanalyse. Après, il y a un peu de cognition. En dernière année, il y aurait un peu de cognitif, si le reste... OK. Donc, dans ce cas, selon votre description, où c'est dominant psychodynamique, ou psychanalyse, mais pas que. Là, je vais donner une rouge, voilà. Parce que c'est dominant psychanalytique. Et on me dit qu'à Metz, c'est pareil, il y a beaucoup de psychanalyse. OK. Donc, tout le cursus. OK, donc ça, c'est différent. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de présenter parmi ces universités, les universités qui, non seulement ont une tendance, mais ont exclusivement une formation dans un domaine ou un autre. D'abord, le TCC. Ah, oui, là, c'est beaucoup plus... C'est Nîmes. C'est que Nîmes. Alors, on salue les gens qui sont à Nîmes. Je sais où vous êtes, on vous embrasse. Il n'a pas... En fait, ils ont 3-4 heures de psychanalyse historique à Nîmes, mais n'ont pas vraiment une présence à Nîmes. Regardons la carte maintenant pour la psychanalyse. Exclusivement psychanalytique. Exclusivement. Hein? Donc, mais regardons par exemple Toulouse. Alors, Toulouse, on a vu avant que c'était bleu et rouge. Le problème, en fait, c'est bleu, c'est tendance TCC, mais c'est aussi psychanalyse.
Ils ont le deux, c'est diversifié en fait. Et à côté, ils ont une autre formation où on peut passer l'ensemble de son cursus exclusivement en psychanalyse. Ça, c'est un problème. C'est un problème de formation. Je vais ajouter maintenant que le rouge pour Metz et je ne vais pas ajouter rien pour Nancy parce que ce n'est pas exclusif à Nancy. Est-ce que je peux vous demander la source pour ces cartes-là? Comment vous savez ça? Alors, d'abord, pour les enseignants-chercheurs eux-mêmes et aussi par les programmes, les cours, les filières qui sont mises en ligne. Les plaquettes qu'on voit... Exactement, c'est pour ça que c'était en noir où je ne pouvais pas le vérifier. Donc tout ça, c'est vérifiable. Juste un petit commentaire pour Poitiers. J'ai l'espoir, parce qu'il y avait un nouveau recrutement, et peut-être ça va être effacé de cette carte. Mais c'est pas normal. Oui, on va dire peut-être à Rennes, où il y a une pôle des lacaniennes très connue, que oui, mais si on veut, en France, si on veut être lacanienne, on sait qu'on peut aller à Rennes où il y a une excellente formation en psychanalyse lacanienne. OK, mais ça ne marche pas comme ça. C'est que si vous êtes étudiante à Rennes, vous serez lacanienne parce que vous n'avez pas un choix. C'est ça la réalité. Oui. Une université a l'obligation de former les étudiantes à l'univers des idées. C'est dans le nom d'ailleurs. Dans le monde, c'est dans le mot, exactement, univers, université, oui, pas monopolisé, je ne sais pas comment le dire, mais c'est essentiel de comprendre que les universités ont failli à leur mission. Et donc, ça c'est le premier problème. Un autre problème, justement, concerne les médias et les lobbies psychanalytiques. J'ai parlé des lobbies tout à l'heure, par rapport à leur capacité avec les politiques de mettre de pression pour retirer la vérité de la public. Les médias aussi sont coupables de soit exprès, soit par négligence, de confondre les psys avec les psychanalystes. Vous êtes psychologue, psychiatre, donc on va parler de psychanalyse. Non, c'est pas comme ça. Mais aussi toujours de donner le micro à la psychanalyse et pas à d'autres approches qui sont fondées scientifiquement et qui a fait preuve d'efficacité nettement supérieure à la psychanalyse. Par exemple, qui est le psy pour France Info? France Info, c'est une petite chaîne de radio? Non. C'est une psychanalyste. Et son nom, c'est comment? France Info. France Info, Françoise Dalmos. D'accord. Qui est le psy fétiche de Ruquier? J'adore Ruquier, les émissions de Ruquier à la télé. Qui est son psy fétiche? C'est Gérard Miller. Gérard Miller. Ça, je savais. Oui. Et chaque fois qu'il ouvre la bouche, il parle de à quel point Lacan était le meilleur... le plus brillant psychanalyste de tous les temps. C'est pour faire genre qu'il a compris ce que disait Lacan, c'est tout, on connaît Miller. Est-ce que vous avez lu Lacan? Des morceaux, j'en avais encore un autre, mais je ne l'ai pas lu. Mais c'est assez difficile quand même, faut reconnaître. Moi, j'ai tout compris. Moi, j'ai vu des extraits de conférences où tapez Lacan sur YouTube, et déjà, rien qu'à regarder, c'est un personnage. Et des fois, il commence une phrase, il arrive à la finir, on ne sait pas comment il l'a fait. Mais... Voilà. Il faut aussi parler des instances gouvernementales qui sont aussi coupables de ce problème. Et là, je vais trier les choses en trois. Il y a d'abord quelque chose qui s'appelle le Conseil national des universités, dont je suis membre. Je suis membre élu parce que j'ai monté une liste, parce que, encore, je suis un homme amer. Je suis en colère. Et j'ai monté une liste il y a 8 ans qui s'appelle Clinique moderne et scientifique. On a eu plusieurs sièges. Et on est là parce qu'on voit à quel point on est non seulement faible, on protège, on met une boule de protection autour de la psychanalyse pour qu'on peut continuer de qualifier les candidats pour les postes de maître de conférence ou professeur avec les lourdes responsabilités de former les doctorants dans la dernière connaissance internationale. Et on va laisser passer un dossier extrêmement faible parce que c'est la psychanalyse. Pour moi, c'est aussi une faute éthique. Pour vous donner un exemple, pour être professeur, le top de top des universités en France, qu'est-ce qu'il faut avoir comme dossier?
Il faut avoir 10 publications. 10 publications. 10 papiers, c'est tout. 10 papiers. Et c'est le niveau d'un postdoc à l'étranger. Même pas quelqu'un dans une première ronde de maître de conférence. Encore pire, parmi ces 10 publications, jusqu'à cette année, il n'y avait aucun gage de qualité. Ces publications peuvent être dans une revue sans aucun impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Que personne ne lit, que leurs idées ne sont pas soumises à une très grande critique de leur pairs. Et c'est pour ça qu'on continue d'entendre les choses comme si la maladie d'Alzheimer, c'est le déni de vieillissement, ou que l'autisme est un choix. Il faut arrêter ça. Et on commence avec le CNU de faire un petit peu de progrès, mais c'est très difficile. Donc on a des gens intelligents, diplômés, et qui publient au moins un petit peu, et qui disent ça, Alzheimer, c'est un déni de vieillissement, et l'autisme, c'est un choix. Alors, vous avez des noms pour ça? On peut les dénoncer. Qui a dit ça? Alors là, si vous voulez, je ne suis pas là pour dénoncer une personne donnée, moi, je veux bien, un système. Oui, un c'est système. Bon, Okay? c'est plus honnête, mais, tant pis. Non, mais si vous avez les psychanalystes avec moi et on regarde leurs écrits, je pense que souvent, vous allez trouver des choses assez choquantes, oui, où on va toujours appuyer sur le principe de Freud qui sont les idées sexistes, homophobes, ridicules, et personne n'a le courage de dire n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Et on utilise ça en 2018 comme la colonne vertébrale pour une bonne partie des soins des personnes malades, des troubles mentaux. Pour moi, c'est un scandale. Les instances d'évaluation. Il faut savoir aussi que les laboratoires et les diplômes de chaque université devraient régulièrement être évalués tous les 4 ou 5 ans. Les instances d'évaluation sont truquées parce qu'ils vont donner les évaluations aux personnes qui vont souvent ne pas donner une évaluation si mauvaise. Les évaluations maintenant qui sont programmées pour les années à venir pour l'Université de Paris 7, par exemple, sera confiée qu'aux psychanalystes. Paris 7, c'est uniquement psychanalyste. C'est un de ces rouges que nous avons vu dans la carte. Oui? Il n'y a aucun cours de thérapie, pour ce nombre, pour réel, de thérapie comportementale et cognitive. Mais ils sont très médiatiques. Et ils sont à Paris. Ils ont le réseau. C'est un scandale. Et la dernière personne que je voudrais blâmer, les personnes sont au ministère. Parce qu'on continue de donner des postes de maître de conférence aux universités et aux facultés qui sont exclusivement psychanalytiques. Ça ne devrait pas non plus être exclusivement TCC. On devrait avoir une grande diversité, mais surtout pas une majorité d'une théorie qui n'a pas fait preuve d'efficacité. Arrêtons la connerie. Mais j'ai envie de demander comment ça se fait quand on est là, parce que nous, on vous écoute. A priori, c'est basé sur des études sérieuses. Il n'y a pas de raison de douter ce que vous dites. Mais si on a des décisions politiques, et dans la politique, je parle aussi dans les facs, comment on explique le succès de la psychanalyse dans ces milieux-là? Il y a bien une raison. Alors, il y a un cercle vicieux. D'abord, si on avait le monopole, on fait tout pour perpétuer le monopole. Si on a le monopole, on a une armée des psychanalystes qui votent. Oui? Et donc, pour les listes syndicales, par exemple, pour le CNU, non seulement il y avait les listes uniquement pour la psychanalyse, sur chaque liste syndicale, il voulait avoir de nombreux psychanalystes parce que les gens vont voter alors pour cette liste. Parce qu'il y avait tellement d'autres psychanalystes pour voter. Ils vont voter pour les gens qu'ils connaissent, qui sont dans leur sous-discipline, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai monté la liste clinique moderne et scientifique. C'est un cycle vicieux. Donc, il y avait le monopole qui voulait faire perpétuer le monopole. C'est comme ça que ça marche. Et le gouvernement l'a laissé faire. Et donc, je mets la faute au gouvernement. Et alors, concrètement, avant de passer aux questions du public, parce que là, bon, on a, entre guillemets, dit qu'il y avait un problème, on fait le constat, on dénonce un peu les problèmes. Une solution, une suggestion de... c'est ça. Donc, c'est ça. Il restait une diapo. C'est mon espoir. C'est bien, tout est prévu, tout est scénarisé. Je vous écoute. On n'a pas parlé de ça. Pour l'espoir,
D'abord, l'éducation du grand public, c'est essentiel. Je pense que le grand public est de plus en plus au courant qu'il y a quelque chose qui s'appelle les thérapies comportementales et cognitives, les thérapies familiales, éducatives, psychoéducation, etc. Les choses qui marchent, qui ont été validées scientifiquement, les choses pour lesquelles on n'a pas un gourou derrière. Et je pense qu'il y a une demande de le public et ça commence à changer l'oreille des gens parce qu'il entend que, OK, le public veut ça, OK, je vais essayer de comprendre ce que c'est. Les associations de patients qui sont courageuses, qui étaient là pour demander, en première, le rapport INSERM, il y a plus que 10 ans, c'est eux qui peuvent faire une grande différence et c'est eux qui ont fait une énorme différence pour l'autisme, par exemple. Et enfin, les étudiants. Les étudiants des facs qui sont non diversifiés, quoi que soit le type, c'est votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de vous manifester, d'écrire les lettres, de commencer les pétitions, pas pour mettre quelqu'un à la porte, mais de demander une université digne de ce nom qui va exposer les étudiants à l'univers des idées et de ne pas les formater dans une petite modèle spécifique. C'est tout. C'est tout, donc il y a quand même de l'espoir. Et notamment, ce soir ici, je pense qu'il y a... Qui est étudiant ici? Qui est étudiant en psycho ou en psychanalyse lié à ces disciplines-là? Et là, une petite dizaine, ok? Faites une pétition. Alors, ou pas, faites ce que vous voulez, mais enfin, réagissez. Si vous avez besoin de faire une pétition, manifestez-vous. J'ignore pour Nancy. Alors, je propose que ceux qui veulent poser une question, vous vous mettiez tout au fond là-bas. Et moi, je vais venir avec ce micro-là pour vous donner la parole. N'est-ce pas? Eh ben non, Gabriel va venir et je vais rebrancher ça en espérant que ça ne crache pas trop, parce que le micro tout à l'heure crachait un peu. Donc voilà, mettez-vous ici, n'hésitez pas à venir, hein, les garçons et les filles, pour poser des questions, s'il vous plaît. Tiens, prends le micro, Gabriel. C'est gentil, merci. Bonjour Gabriel, comment t'appelles-tu? Bonsoir. Pas de questions? Voilà, on a une madame qui pose une question. On a un monsieur au fond qui se lève. C'est beau, tous ces gens qui se lèvent. Gabriel arrive en petite foulée. Il est beau, il est motivé, il est rapide, comme l'éclair. Voilà. Tends le micro, on écoute la question. Merci. Alors d'abord, on a une caméra qui fait la mise au point sur votre bon profil. Alors, une question, s'il vous plaît. Donc, on évite de faire une conférence. Une question rapide. Alors, pour l'instant, je meuble. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et si je sais compter, non, ils sont 6. Et dont un avec des feuilles. J'ai peur de la personne qui a des feuilles avec des notes. Est-ce qu'on est bon pour la mise au point de la caméra sur les personnes qui posent des questions? Est-ce qu'on peut enchaîner? Je me sens très seul. Peut-on enchaîner avec les questions? À vous. Tout d'abord, merci et bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les personnes qui, auprès de leurs enseignants, veulent faire une critique du postmodernisme et refusent des phrases dans des cours de méthodologie du genre l'équivalent de la validité interne et la crédibilité? L'équivalent de? La validité interne. C'est ce qu'on utilise en stats quantitative. Ah. Je n'ai pas compris la question. C'est un peu le symptôme du problème, je crois. Non, mais je suis un peu lente. Donc, comment on fait quand en face un prof dit un truc qui n'a pas de sens pour l'étudiant? Comment on fait face à un prof qui... Comment l'étudiant fait face à un prof qui a des propos qui manquent de sens, en fait? C'est ça? Non, qui sont problématiques au point de vue scientifique, notamment statistique. Par exemple, quand on parle de stats qualitatives, avec des personnes qui font un n égale 1 ou des trucs du genre, et qu'on essaye de leur dire que... Quoi? Ça n'a pas beaucoup de sens, oui. Alors, oui, c'est bien le problème. Ça n'a aucun sens. Oui. Il y a quelque chose qui s'appelle heure de permanence. Et donc, moi, je suis très pour le respect pour tout le monde individuellement. Donc, je sais que c'est difficile quand on est en amphi et on est en train d'entendre les choses qu'on pense et n'est pas utile. J'ai eu comme vous des très bons profs et des très mauvais profs. Et parfois, les gens font ce qu'ils peuvent. Parfois, j'avais tort aussi et j'ai compris plus tard. Et parfois, c'est utile juste de savoir que leur perspective ou ce qu'ils font n'est pas utile pour vous.
Je ne suis pas du tout dans l'humiliation individuelle. Donc, ce que vous soulevez, c'est un problème assez fréquent pour tous les étudiants. On va tous trouver le prof nul, ou le prof qui n'a pas compris ou est en train d'enseigner les choses qu'on pense est démodé. Il faut aussi avoir de la compassion pour eux, peut-être, mais je sais que c'est pas facile. J'ai pas une autre réponse pour vous pour ça, je suis désolé. Mais peut-être après, on peut parler plus spécifiquement des détails. OK. Merci. Désolé. Avant la question 2, je fais monter une question du chat, mais on peut passer le micro. Est-ce que c'est vrai que pour être psychanalyste, il suffit d'avoir passé une psychanalyse? Non. C'est pas vrai, ça? Non. Ah. Non, non. J'y croyais pourtant, voyez. Non, à une époque, oui, mais pour la réglementation de psychothérapeute, c'est pas le cas. Donc, pour les réglementations, pour utiliser les titres de psychothérapeute, il y a les règles aussi où il faut aussi être reconnu. Il y a différentes façons, mais c'est pas que vous êtes psychanalyste. Vous êtes psychanalyste, donc vous étiez psychanalysé, donc vous pouvez dire que vous êtes psychanalyste. À une époque, c'était le cas. Il y avait aussi, on peut dire, grandfather rules, où il y avait les anciennes personnes qui ont pratiqué comme ça, qui ont rentré. Mais il y avait une date limite aussi pour poser les dossiers pour ça. Mince, les gens qui maintenant ont sur leur pancarte, le son est dégueulasse. Psychanalystes, ils ont aussi un diplôme de thérapeute? Non, ça c'est pas vrai non plus. Donc c'est complexe, mais il y a une grande polémique autour de réglementation pour les titres de psychothérapeute. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, il y avait les gens qui ont déposé un dossier il y a longtemps pour avoir ce titre. Il y a une certaine date limite où après, le règle change. Il y avait une certaine tolérance pour les personnes qui ont déjà pratiqué comme psychanalyste ou d'autres thérapeutes depuis longue date sans formation formelle. Et donc, ils ont dit, OK, on ne peut pas mettre tout le monde à l'école encore parce qu'ils ont tous cette expérience de terrain. Mais c'est quelque chose de très complexe et très critiqué parce que c'est le titre de psychothérapeute est vidé de tout sa sens avec tous ces petits alliés. Compromis. Oui, compromis. Alors, bonsoir. J'aimerais revenir sur ce que, en tout cas, j'ai compris étant la base de la théorie de Freud, donc le ça, le moi, le surmoi. Tel que je vois ça, donc le ça serait plutôt l'instinct, le surmoi la culture et le moi un peu le mélange des deux. Si on admet l'existence du ça, comment Freud justifie le fait même que le surmoi émerge? Parce que le ça devrait annihiler complètement toute tentative du surmoi d'arriver. S'il y a l'instinct de base qui combat le surmoi en permanence, le surmoi ne peut même pas... Bonne question, je ne peux pas répondre pour Freud, mais on voit qu'un nouveau-né n'est pas capable de communiquer. On voit qu'un nouveau-né n'est pas, ne reflète pas une culture, ne peut pas parler, ne peut pas interagir. Au fur et à mesure qu'il y a la maturité biologique, on peut commencer de le faire. Et donc, j'imagine qu'il va dire c'est par biais de la maturité naturelle des animaux, en général. Et donc, pour un être humain, cette maturité concerne le langage, concerne l'interaction, et donc l'apprentissage de culture, des idées, la mémoire, etc., qui n'existe pas ou qui ne peut pas être présente avec un nouveau-né, qui est complètement ça. Donc, pourquoi le ça ne peut pas empêcher totalement l'émergence du moi, si ça c'est votre question? Là, il faut, je pense, poser la question à Freud. Moi, je ne crois pas dans ce modèle ou dans cette structure de personnalité, donc je ne peux pas répondre pour lui. On invitera Freud la prochaine fois. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question, enfin j'avais pris des notes mais on va faire court, mais je peux donner les détails s'il y a besoin. Et en gros je voulais savoir, ça arrive qu'en librairie on peut tomber sur des livres dont les auteurs en fait dans la présentation au dos se décrivent comme psychiatres et psychanalystes. Donc je voulais savoir quel sérieux il faut accorder à cette affirmation-là. Et je voulais savoir aussi s'il y avait en projet un livre noir de la psychiatrie. Je vous remercie. Bon, tout psychiatre peut être psychanalyste. Dans le même sens que tout psychiatre peut être thérapeute cognitif et comportemental. Donc, ils sont
deux choses différentes. Donc, un fait référence de leur formation et l'autre fait référence de ce que fait face à un patient. Oui. Quelle crédibilité est-ce que je peux donner à ça? Ça dépend évidemment de la personne. Est-ce que c'est possible ici que parmi vous, que vous avez l'idée qu'on peut avoir un bon psychanalyste? Moi, je crois que oui. La question, c'est pour quel problème? Face à... Si mon fils a un problème, c'est pas un thérapeute TCC forcément à qui je vais l'envoyer. Peut-être il a simplement besoin de parler avec quelqu'un, de s'exprimer. Si c'est une question de qualité de vie, si c'est une question de quête individuelle, je ne connais pas la recherche qui dit que la psychanalyse est moins bonne que d'autres méthodes. Je ne connais pas la recherche de ce type. Donc, un psychiatre psychanalyste, ce que je vais espérer en revanche, c'est que cet psychiatre, parce que c'est une médecin, et il a la formation la plus longue de tous ces psys qu'on a énumérés, qu'il devrait être, et c'est dans sa mission et ses engagements, il devrait être au courant des dernières recherches sur les soins, ce qui est efficace. Donc, j'aurais l'espoir qu'il ne va pas, par exemple, proposer la psychanalyse à tous ses patients, qu'il ne va pas proposer la psychanalyse pour quelqu'un avec trouble panique pour guérir le trouble panique. Mais peut-être, j'ai vu les psychiatres qui font ça. On va vous donner Xanax pour calmer les attaques de panique, ou bêta-blockers ou antidépresseurs, et puis on va faire une psychanalyse. Non, cette personne n'est pas au point. Ils ne sont pas en train d'utiliser l'état de l'art pour ce trouble. Ils devraient le savoir. Peut-être ce n'est pas le cas pour cette personne. Bon, derrière le livre, peut-être cette personne aide les gens, surtout avec les questions de qualité de vie. Et ça, c'est complètement d'autre chose. C'est le premier diapo que je vous ai présenté. Il faut séparer les questions de qualité de vie, les questions de bien-être, les questions d'interrogation de soi, des gens qui sont malades et des maladies. Voilà. Pour les prochaines questions, je vous demanderai d'être un peu plus rapide dans la réponse et dans la question aussi, si on peut enchaîner. Parce qu'il reste 4 personnes, il reste 6 minutes. On peut déborder un tout petit peu, mais il ne faut pas trop déborder quand même. Bon, je vais essayer de faire rapidement. Tout d'abord, merci beaucoup à Lasron Chambier et à notre invité, et bonsoir. Bonsoir. Il y a déjà eu une question sur la relation entre élèves et professeurs, lorsqu'il y a un peu débat, mais dans un cadre, disons, moins difficile, lorsqu'on a une personne en face de nous qui, par défaut, pense que la psychanalyse est efficace, comme la plupart des thérapies qui nous sont proposées en France quand même, quels seraient les arguments ou la façon vraiment de efficacement sans blesser la personne ou avoir de l'irrespect, quelque chose comme ça? Alors, vous n'allez jamais convaincre quelqu'un, probablement, qui pense que s'ils sont psychanalystes, ou quelqu'un d'autre qui... Vous parlez d'une psychanalyse... Sans être un tenant, quelqu'un qui aurait une position neutre ou disons, plus modérée. Alors, vous pouvez télécharger le rapport INSERM sur l'Internet. Là, c'est une source, oui. Mais en France, il faut le savoir, il y a une telle emprise de la psychanalyse, une telle diffusion à quel point la psychanalyse est efficace et c'est la façon d'aider et comprendre toute forme de souffrance psychique et que toutes les autres thérapies ne sont pas efficaces ou même ne sont pas éthiques. Mais est-ce que vous parlez d'un psy ou est-ce que vous parlez d'une autre étudiante ou d'un professeur? Mettons une connaissance familiale ou un ami ou peu importe. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Donc, si vous allez le convaincre, il faut que vous ayez vos arguments. Oui. Donc, la meilleure façon que vous avez vos arguments, c'est que, par exemple, vous donnez comme cadeau le livre noir de la psychanalyse. Oui, c'est déjà agressif. Non. Alors après, comme méthode, il y a le fait de demander qu'est-ce qui pourrait te faire changer la vie, que la personne propose quelque chose, demander comment est-ce qu'elle est sûre qu'elle sait ce qu'elle sait, donc, sur la base de ce que la personne te donne comme argument, dire ok, prenons les arguments un par un et voyons si c'est vrai. Et là, pour le coup, après, il faut avoir les armes comme dit Joël, quoi. Si tu n'as pas les connaissances des évaluations, tu ne pourras pas répondre. Ouais. Encore merci, désolé pour la longueur. Merci.
Bonsoir. Bonsoir. Un point de votre intervention m'a particulièrement frappé. J'ai cru entendre parler de triche à de très grande ampleur apparemment dans le domaine de la psychanalyse et pour ce qui est de délivrer des diplômes. Vous n'avez pas parlé de ça? Triche pour livrer des diplômes, non? Non. C'est dans les recrutements, je crois qu'il y a. Dans les recrutements, pardon. Il me semble. Oui, j'ai parlé dans le système pour devenir professeur à la fac, oui, ou devenir maître de conférence, pour devenir enseignant-chercheur. Le système est géré par une instance qui s'appelle le Conseil national des universités. C'est pas de la triche, c'est une décision, c'est une mauvaise décision qu'ils prennent. Donc leur politique n'est pas la triche, leur politique c'est de favoriser et mettre une boule de protection autour de la psychanalyse pour que ça n'a pas à atteindre le même niveau que tous les autres domaines de psychologie, psychologie cognitive, psychologie, etc. Donc, de dire qu'ils ont une spécificité. Et les choses commencent à changer, comme j'ai dit. On commence à demander, parmi les 10 publications, par exemple, pour devenir prof, qu'il y a au moins 2 de ces 10 publications qui sont meilleures que la moyenne pour la sous-discipline. C'est déjà faible, oui. Ça veut dire qu'on va avoir 8 sur 10 qui sont inférieurs à la moyenne. Mais au moins, c'est mieux que rien. Bon, je vous remercie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre exposé. Merci. Alors, j'aurais voulu avoir une précision sur les statistiques que vous avez présentées au tout début. Quelles étaient les populations en fait qui présentaient 50% de troubles, oui. Est-ce que c'est des populations mondiales, populations françaises? Et dans la foulée, une question qui s'enchaîne, c'est finalement, vous dites qu'en France, il y a beaucoup de psychanalystes et on entend partout dire que finalement, la France, c'est le plus grand pays dépressif du monde. Est-ce qu'il y a une corrélation? Oui. OK, d'abord, tout le monde, si vous voulez une copie de mes diapos, je peux vous donner une copie de mes diapos, sans problème. Donc, cette étude, ça s'appelle, où c'est 48% de la population qui sera atteinte d'au moins un trouble mental dans leur vie. La référence, c'est National Comorbidity Survey, qui est effectué par Ronald Kessler à Harvard, aux États-Unis. Donc, ils ont répliqué aussi cette étude 10 ans plus tard avec quasiment le même résultat. Donc, est-ce qu'on a les taux différents en France? Oui, on a à peu près un tiers de la France qui sera atteinte d'un trouble, mais encore ces études-là, comme les études dans les années 80, n'ont pas contrôlé pour ces 2 grands biais de sous-estimation que je vous ai dit. Oui. Donc, le standard en or reste le National Comorbidity Survey aux États-Unis, qui a 15 000 participants. Si on n'utilise pas ça, les autres études montrent que c'est à peu près un tiers. Et ça, c'est relativement stable dans tous les pays occidentaux. Hein. Donc, on peut avoir l'idée qu'en France, si on les corrige pour ces biais, on sera autour de 50% aussi. La deuxième question par rapport à la dépression, la France n'est pas plus déprimée que d'autres pays, même s'il y a un certain sceptisme français. Non, la France n'est pas plus déprimée. Non, mais les médias nous le disent. Mais c'est parmi les plus gros consommateurs des antidépresseurs. Mais ça, c'est pas la patient, ça, c'est la culture médicale. Oui. Et donc, soit on va faire une psychanalyse, soit on va prendre un médicament, un antidépresseur. Il n'y a pas un troisième choix. C'est le problème. Il faut que nous avons quand vous frappez à une porte une psy, quelque part ici, les chances sont 7 ou 8 sur 10 que ça serait un psychanalyste. Et maintenant, la France a peur. Voilà. Non, mais l'éducation de le public, c'est la première chose à faire pour que vous soyez armé de cette information, pour que vous pouvez poser les questions à votre thérapeute. Et d'ailleurs, quelle est votre orientation thérapeutique? Je vous remercie. Merci. Et la dernière question, on aura réussi à toutes les prendre. Bonsoir. Bonsoir. C'était par rapport aux différentes statistiques que vous avez montrées par rapport aux preuves d'efficacité des thérapies. Oui. Il n'y en avait pas qui mentionnaient l'hypnothérapie, qui est pourtant assez ancienne. Excusez-moi, l'hypnothérapie, l'hypnose.
Oh, hypnotherapy. Voilà, et je voulais savoir si ça avait montré voilà, des effets probants ou si c'était à mettre à la poubelle. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça... Alors l'hypnothérapie peut être très utile. Ce n'était pas choisi par cette étude, par cette expertise. C'est quelque chose qui est présent en France, mais c'est aussi pas très répandu. Hein? Donc de trouver un hypnothérapeute, c'est pas partout. Il y a plein de thérapies qui peuvent être efficaces. La question, c'est pour quel trouble ou quel problème. Est-ce que hypnothérapie est mieux que TCC que pour un tel ou tel problème? Là, il faut être capable de voir la littérature scientifique. Donc, hypnothérapie, pourquoi pas? Mais aussi mindfulness ou d'autres thérapies. La question, c'est est-ce que nous avons la recherche empirique sur son efficacité? C'est essentiel. Et pour l'hypnothérapie, j'en ai vu. Merci. Merci pour les questions et merci pour les réponses. Je suis dans le public. Regardez comme vous êtes nombreux, vous êtes beaux, on vous aime. Applaudissez-vous. Allez. Alors, donc, merci beaucoup à Joël Swensen. Et donc, il est venu de Bordeaux exprès pour nous parler, donc pour faire cet exposé clair, je trouve. Malgré l'accent qu'on a beaucoup apprécié. C'est vous qui avez l'accent. My Taylor is... Merci. Thank you. Et donc moi je tiens à remercier l'équipe qui est derrière, que vous ne voyez pas beaucoup, Guillaume, Gabriel qui était avec le micro, Morgane, Loki et Vlevled qui est là aussi. On les applaudit. Nous remercions les partenaires qui nous aident, notamment la ville de Nancy qui nous a mis cette belle salle à disposition. Donc merci à l'équipe, à Malik, à Sylvie, aux autres, à tout le monde, au mur et à la caméra. C'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu bouges? Arrête de me parler, je regarde la caméra. C'est très beau. Merci à ceux qui nous soutiennent en ligne sur Tipeee, sur Hello Asso. L'Astec a besoin de vous, donc n'hésitez pas à lâcher quelques centimes. Le 7 février, on sera de retour alors en direct, en public, on ne sait pas où, mais à Nancy, pour parler de la télé-réalité. Donc, et merci à la ville de Nancy, mais j'ai dit ça déjà 4 fois, la ville de Nancy. Donc, je sais pas, j'ai fini. Il y a autre chose, non? Thomas? Quelqu'un veut le micro? Est-ce que je peux, à mon tour, vous Bien remercier tout le monde et merci le public pour votre présence ce soir. Ouais, merci. Vous êtes bien, on vous aime. Revenez nombreux encore. Hein. Voilà. Bon, bonne nuit à tout le monde, restez sceptiques, prenez soin de vous, etc. Bonne nuit. Et